Alors, bonjour tout le monde. Je suis Karim Amadi de Santé publique France et je vais vous parler de la sexualité des jeunes de moins de 30 ans à Mayotte. Durant toute cette analyse, moi, j'ai fait un focus sur le premier rapport sexuel à l'aide des données de l'enquête Unonoa Maoré. Alors, Unonoa Maoré est une enquête qui permet de disposer d'un état des lieux sur la santé de la population générale résidant à Mayotte, avec différents volets importants, notamment sur les maladies chroniques, l'alimentation, la sexualité ou la contraception. Il y a aussi un volet sur les infections sexuellement transmissibles. C'est une étude qui a commencé en novembre 2018 et qui a pris fin en juin 2019. Alors, c'est une étude transversale à domicile qui ciblait la population générale de la naissance à 69 ans, vivant à Mayotte depuis au moins 3 mois. L'objectif était d'inclure 4000 sujets de 15 à 69 ans et 2500 enfants de moins de 15 ans. Pour ce faire, un tirage au sort de logements a été réalisé à l'aide du répertoire des immeubles localisés de l'INSEE et jusqu'à 5 individus au sein d'un ménage pouvaient être interrogés. Tout d'abord, il y avait le passage des enquêteurs pour la passation des questionnaires, ensuite le passage des infirmiers pour les différentes mesures et les prélèvements biologiques. Ensuite, ces prélèvements biologiques sont envoyés au laboratoire et enfin, il y avait un rendu des résultats par un médecin. Si nous parlons de la situation à Mayotte, comme nous le savons tous, Mayotte est caractérisée par une croissance dynamique de la population, une augmentation de 3,8% par an. Sa population est jeune, un âge moyen de 23 ans, alors que cet âge-là s'élève à 41 ans en métropole. La situation économique à Mayotte est très précaire. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et enfin, Mayotte est caractérisée comme la principale maternité de France, avec l'enregistrement en 2020 de plus de 10 000 naissances. Des politiques de planification familiale, de l'éducation à la sexualité, ainsi que des efforts pour améliorer l'accès aux contraceptifs et aux services de santé reproductive sont nécessaires à Mayotte dans le but de stabiliser la croissance démographique et garantir des conditions de vie décentes pour ses habitants. Comme je l'ai évoqué au tout début de cette présentation, nous allons faire qu'un focus sur le premier rapport sexuel. C'est une expérience marquante dans la vie des individus, souvent perçue comme une transition importante vers l'âge adulte. La littérature montre que différentes variables jouent un rôle important lors de ce premier rapport sexuel. L'âge au premier rapport sexuel, le consentement, l'âge du partenaire, l'utilisation ou pas de la contraception, et enfin les différentes protections, que ce soit la protection contre les grossesses ou bien les IST. Notre étude a porté sur un échantillon de 834 individus de moins de 15 ans et plus précisément de 15 à 29 ans. L'objectif de cette analyse était d'explorer les spécificités des premières expériences sexuelles à Mayotte et de les comparer aux données disponibles en France hexagonale. Naturellement, ces analyses serviront de base pour nourrir les stratégies de l'ARS et des acteurs locaux dans le but d'atteindre les objectifs fixés par les plans d'action déjà mis en place. Si nous passons aux résultats maintenant, dans un premier temps, nous avons voulu évaluer le niveau d'initiation sexuelle. Le graphique que je vous présente ici représente la proportion d'hommes et de femmes qui déclarent avoir déjà eu un premier rapport sexuel au moment de l'enquête. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la catégorie des 15-17 ans, il y a un quart des hommes qui déclarent avoir eu un premier rapport sexuel, contre seulement 6% des femmes. Dans la catégorie 18-24 ans, les proportions sont beaucoup plus élevées, avec 77% des hommes qui déclarent avoir eu un premier rapport sexuel contre 64% des femmes. Et enfin, il n'y avait pas de différence significative dans la catégorie des 25-29 ans. En fonction des âges, la proportion d'hommes et de femmes sexuellement actifs est différente. Ensuite, nous sommes focalisés sur l'âge au premier rapport sexuel. Il a été catégorisé en 3 modalités. Ceux qui déclarent avoir eu un premier rapport sexuel avant 15 ans, entre 15 et 19, et enfin entre 20 et 29 ans. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 21% de notre population d'études déclarent avoir eu un premier rapport sexuel avant 15 ans, 59% entre 15 et 19 ans, et enfin 19% entre 20 et 29 ans. Ensuite, ce qui nous a intéressés, nous, c'était de voir est-ce qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne cet âge au premier rapport sexuel. On a observé qu'il y avait 33% des hommes
qui déclarent avoir eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans contre seulement 10% des femmes. Il n'y avait pas de différence significative pour les personnes ayant déclaré un âge au premier rapport entre 15 et 19 ans. À l'inverse, pour les premiers rapports sexuels plus tardifs, on retrouve 31% des femmes qui déclarent avoir eu un premier rapport sexuel entre 20 et 29 ans contre seulement 8% des femmes. Donc les hommes ont tendance à commencer leur vie sexuelle plus tôt à Mayotte, alors que les femmes, c'est plus tardivement. Ensuite, nous avons voulu voir est-ce qu'il y avait une différence en ce qui concerne le niveau de diplôme. Donc le niveau de diplôme, il a été catégorisé en 3 modalités. Aucun diplôme, un niveau de diplôme faible et un niveau de diplôme élevé. Donc on se rend compte qu'il y a 23% des personnes qui n'ont aucun diplôme et 22% des personnes qui ont un diplôme faible qui déclarent avoir eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans, alors que ce chiffre n'est qu'à 9% pour ceux ayant un diplôme élevé. Et à l'inverse, pour les rapports tardifs, c'est-à-dire entre 20 et 29 ans, on retrouve majoritairement donc 42% des personnes ayant un diplôme élevé qui déclarent avoir eu leur premier rapport sexuel plus tardivement. Donc, on peut conclure que les individus avec un niveau de diplôme faible ou sans aucun niveau de diplôme débutent plus souvent leur vie sexuelle plus tôt, alors que ceux qui ont un niveau de diplôme élevé, c'est plus tardivement. Ensuite, nous sommes intéressés au consentement. Donc, le consentement, il a été catégorisé en 2 modalités, les rapports forcés et les rapports non forcés. Donc, on se rend quand même compte qu'il y a 7% de nos répondants qui déclarent avoir subi un premier rapport sexuel forcé et qu'il y avait une différence significative entre les hommes et les femmes. Donc, 11% des femmes déclarent avoir subi un premier rapport sexuel forcé contre seulement 2% des hommes. Que le niveau de diplôme joue aussi un rôle important. Comme vous pouvez l'observer, aucune personne n'ayant déclaré avoir un diplôme élevé ne déclare avoir subi un premier rapport sexuel forcé, alors qu'on a 8% de ceux qui n'ont aucun diplôme et 7% qui ont un diplôme faible qui déclarent au contraire avoir subi un premier rapport sexuel forcé. Donc le sexe et le niveau de diplôme sont 2 facteurs associés de la vulnérabilité à la coercition sexuelle. Ensuite, nous nous sommes focalisés sur l'âge du partenaire lors du premier rapport sexuel et on l'a croisé avec l'âge déclaré au premier rapport. Donc, ce qu'on a voulu voir ici, chez les hommes, par exemple, c'était la proportion d'hommes qui déclarent avoir eu un premier rapport sexuel avec des partenaires de moins de 15 ans, selon l'âge qu'ils ont déclaré au premier rapport. Donc, on observe qu'il y a 49% des hommes ayant eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans qui l'ont eu avec un partenaire de moins de 15 ans. 4% des hommes ayant eu leur premier rapport sexuel entre 15 et 19 ans l'ont eu avec une personne de moins de 15 ans. Cependant, le résultat important à retenir, c'est qu'aucun homme n'ayant eu son premier rapport sexuel entre 20 et 29 ans, donc plus tardivement, ne l'a eu avec un partenaire de moins de 15 ans. Chez les femmes, nous sommes intéressés à l'inverse, c'est-à-dire les femmes qui ont eu leur premier rapport sexuel avec un partenaire plus âgé, âgé entre 15 ans ou plus. Donc ici, le chiffre à retenir, c'est qu'il y a 92% de femmes qui déclarent avoir eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans et ils disent qu'ils l'ont eu avec un partenaire de 15 ans ou plus. Donc les hommes qui ont eu leur premier rapport sexuel plus tardivement ne l'ont pas eu avec un partenaire de moins de 15 ans, alors que les femmes qui ont eu leur premier rapport sexuel plus tardivement, c'est-à-dire entre 15 et 19 ou entre 20 et 29, l'ont eu avec un partenaire de 15 ans ou plus. Ensuite, nous nous sommes focalisés sur la protection contre les grossesses. Donc, cette variable a été définie en 2 modalités. Oui, nous nous sommes protégés lors du premier rapport sexuel contre les grossesses ou non. Donc, on observe quand même qu'il y a 62% de nos répondants qui déclarent ne pas s'être protégés contre les grossesses lors du premier rapport sexuel. Qu'il y a une différence significative entre les hommes et les femmes. Ce sont les hommes qui se protègent plus que les femmes contre les grossesses lors du premier rapport sexuel, que les niveaux de diplôme aussi jouent un rôle important. Donc là, contrairement à précédemment où le niveau de diplôme jouait significativement, là, c'est la non-absence de diplôme qui nous intéressait. On observe que les individus avec un niveau de diplôme élevé ou faible se protègent plus contre les grossesses lors du premier rapport sexuel par rapport à ceux n'ayant aucun diplôme. On a testé aussi l'association entre l'âge au premier rapport sexuel et les protections contre les grossesses. Cependant, aucune différence significative n'a été observée. Ensuite, nous avons fait un focus sur la protection contre les IST, donc de manière similaire.
oui, nous sommes protégés contre les IST lors du premier rapport sexuel ou non. Et là, de manière similaire, on observe qu'il y a 67% de nos répondants qui ne sont pas protégés contre les IST lors du premier rapport sexuel. Qu'il y a une différence significative entre les hommes et les femmes, ce sont les hommes en fait, qui se protègent le plus en matière de protection contre les IST, et que ce sont les individus avec un niveau de diplôme élevé ou faible qui se protègent le plus contre les IST par rapport à ceux n'ayant aucun diplôme. Et de manière similaire que précédemment, aucune différence significative n'a été observée en ce qui concerne l'âge au premier rapport sexuel. Donc, si nous comparons ces résultats aux données disponibles en France hexagonale, donc, on a vu déjà à Mayotte que les hommes commencent leur vie sexuelle plus tôt que les femmes, souvent avant l'âge de 15 ans, alors que les femmes, en fait, c'est plus tardivement, c'est-à-dire entre 20 et 29 ans. En métropole, cet âge médian du premier rapport sexuel est similaire entre les sexes. Il est aux alentours de 17 ans et il n'y a pas de différence marquée entre les hommes et les femmes. Donc, ce qui pourrait expliquer ce résultat à Mayotte sont peut-être les normes culturelles et sociales. Les hommes veulent prouver leur virilité plus précocement, alors que les femmes, au contraire, sont poussées à préserver leur virginité plus longtemps, en général jusqu'au mariage. Pour la relation entre l'âge au premier rapport et le niveau de diplôme, donc là, il y a une tendance similaire entre Mayotte et la métropole, c'est-à-dire qu'un faible niveau de diplôme ou l'absence de diplôme est associé à un début précoce à la vie sexuelle, alors qu'un niveau de diplôme élevé est associé à un début plus tardif. Pour la vulnérabilité aux violences sexuelles et le sexe, donc là, il y a une tendance similaire entre la métropole et Mayotte, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui déclarent le plus subir un premier rapport sexuel forcé. Cependant, il y a une différence en ce qui concerne les pourcentages. Donc, en France hexagonale, seulement 6% des femmes déclarent subir un premier rapport sexuel forcé, et à Mayotte, ce chiffre s'élève à 11%. Donc, cela pourrait s'expliquer par un moindre accès à une éducation sexuelle complète et à des campagnes de sensibilisation sur le consentement, mais aussi au fait que les femmes en situation de vulnérabilité économique sont plus exposées à des situations de coercition. En ce qui concerne la variable protection lors du premier rapport sexuel, on a vu qu'en France hexagonale, une grosse proportion d'hommes et de femmes déclarent utiliser des moyens de contraception lors du premier rapport sexuel. Les contraceptifs les plus utilisés sont le préservatif masculin et les contraceptifs hormonaux. À Mayotte, il y a une très très faible protection lors du premier rapport sexuel et que cette protection est majoritairement portée par les hommes. Donc les facteurs explicatifs de tout ça, ça peut être un accès restreint aux services de santé. Le coût aussi peut jouer un rôle important. Les barrières culturelles, mais aussi on a ces fausses idées qu'on a chez nous. Chez nous, on les appelle les hari-hari sur la contraception. Donc un exemple, c'est que la pilule rend stérile, par exemple, ou que le Coca-Cola avec de l'aspirine peut prévenir d'une grossesse. Donc en conclusion, ce que nous avons vu, tu peux passer. Donc, c'est que le niveau de protection à Mayotte est faible, que les hommes déclarent plus souvent se protéger contre les grossesses ou les IST lors du premier rapport sexuel, qu'à Mayotte, les hommes commencent leur vie sexuelle plus tôt que les femmes sont davantage susceptibles de subir des violences sexuelles lors du premier rapport sexuel par rapport aux hommes, et enfin qu'un faible niveau d'éducation est associé à un début sexuel précoce et à une plus grande vulnérabilité aux violences sexuelles. Donc, en matière de recommandations, il serait important de renforcer l'éducation sexuelle dans les écoles pour promouvoir des comportements sexuels plus responsables, sensibiliser les jeunes aux notions de consentement et de respect mutuel pour réduire les violences sexuelles, informer les jeunes sur les risques associés aux rapports sexuels non protégés, et enfin encourager l'utilisation de méthodes de protection efficaces lors du premier rapport sexuel, mais aussi lors d'autres rapports sexuels. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions. Okay. Excusez-moi, merci pour cet exposé. Merci pour ce long travail que ça a l'air d'avoir pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Exactement. Ce que je vais dire, ne le prenez surtout pas mal. Oui. D'accord ? On est là pour échanger et voir les ressentis un peu. Moi, je suis infirmière scolaire. Oui. Et je suis au collège de Doujani.
Et je suis vraiment désolée, mais je ne vois vraiment pas que cette étude reflète la réalité. Ok. Vraiment, je suis désolée, mais ne le prenez pas pour moi, ne le prenez pas pour vous. Je crois qu'il y a peut-être un problème d'échantillonnage. Il y a peut-être aussi un problème de... est-ce que l'échantillon que vous avez questionné, est-ce qu'ils ont vraiment répondu sincèrement? Se pose aussi la question. Voilà. Parce que déjà, juste le premier graphique, quand on me dit que du 15 à 17 ans, seulement 6% ont déjà commencé leur rapport sexuel, là, je trouve que non, je crois qu'on va aller beaucoup plus sur les 30% au moins. Là, je commencerai à croire un peu que c'est une réalité. Se dire que parce qu'on a un niveau élevé de diplôme fait qu'on on prend moins de risques. Je crois pas trop. Alors, on peut discuter de ça. Effectivement, comme je l'ai expliqué au tout début, le tirage au sort a été réalisé sur les logements. Donc, est-ce que tout le monde a une adresse enregistrée sur le répertoire des immeubles localisés de l'INSEE? Je ne le pense pas. Donc là, dans cette étude, effectivement, il y a une grosse proportion de la population qu'on n'a pas, ceux qui vivent dans les bidonvilles. Donc oui, effectivement, peut-être que ça ne reflète pas de la réalité, mais voilà, on a ces données-là, donc on peut en discuter. C'est une réflexion que j'avais fait aussi dans un même colloque, je crois, mais c'était à Younous Abamana, où vraiment c'était... j'avais pas pu poser la question, mais c'était vraiment mon ressenti, à savoir que certes, vous avez travaillé là-dessus, mais maintenant, essayez peut-être de chercher vraiment l'échantillonnage qui est réel. Exact. Il faut vraiment l'échantillonnage réel. Là, ce n'est pas un échantillonnage réel pour moi. Alors moi, je vais contredire ma collègue. Je suis infirmière scolaire au lycée de Sadar. Et effectivement, nous, on a remarqué qu'on avait plus de grossesses sur les petits niveaux de diplôme, CAP, Bac Pro. Et on a fait de la prévention, 2 heures par classe de seconde, CAP, Bac Pro, terminale, mais on a eu quand même 43 grossesses l'année dernière. Donc il faut se poser des questions aussi. On fait de la prévention, mais il n'y a pas toujours la compréhension qui va avec. Mais même avec les résultats qu'on peut observer d'autres études extérieures à Mayotte, on a exactement le même résultat, c'est-à-dire qu'un faible niveau de diplôme est souvent associé à des violences sexuelles. Donc on a à peu près le même schéma. Peut-être les proportions ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est le même schéma qui se dessine. Il y avait une question derrière? Oui, merci. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, le diplôme faible et diplôme élevé qui est considéré dans l'étude, s'il vous plaît? Alors, en fait, il faut le prendre selon l'âge des participants. Parce que là, je vous ai dit qu'on a mené notre étude sur les 15-29 ans. Donc, techniquement, une personne de 15 ans ne peut pas avoir le baccalauréat. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéfini la variable niveau d'éducation selon des tranches d'âge. Donc, par exemple, chez les 15-19 ans, un niveau de diplôme faible, c'est une personne qui n'a pas de diplôme jusqu'au CAP, en fait, par exemple. Marion a une question. Oui. Oui. Oui, allez-y. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a levé la non, main. Non, je ne voudrais pas. Hein. Oui, alors, oui, vous en doutez vraiment que votre présentation allait susciter beaucoup d'interrogations. Totalement. D'abord, moi, je relève parce qu'il faut qu'on contextualise. Hein, l'étude n'a pas été réalisée aujourd'hui. Voilà. Elle a été réalisée en 2018. Ai-je besoin de dire que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, les évolutions sont phénoménales. Exactement. Voilà. Donc, les évolutions sont phénoménales. On a plus, peut-être un peu plus d'offres quand même sur le territoire. En termes d'accompagnement, on en parlait là tout à l'heure, des actions d'information, de sensibilisation, certainement en 2018, il y en avait, mais aujourd'hui, il y a un peu plus.
Peut-être aussi revisiter l'échantillonnage, hein, parce que le tirage au sort par rapport au logement, c'est complètement, je me permets de le dire, hein, avec toutes les précautions, c'est un déphasage et un décalé. C'est voilà. biaisé, oui. Ça veut dire tout simplement qu'on ne touche pas réellement le cœur du sujet. Voilà. Le cœur du sujet, il est ailleurs, parce que les logements, je ne suis pas trop sûre que la moitié des logements ici à Mayotte sont bien identifiés enregistrés par l'INSEE. Donc il y a un problème de méthode. Et moi, j'aurais pu penser avoir des données par rapport au lieu de vie de ces jeunes. Oui. Voilà, parce que selon qu'on se trouve dans un endroit, dans une commune où il y a absence totale de dispositifs de prévention de santé, peut-être que ça peut jouer, comme le diplôme peut jouer, mais le diplôme n'explique pas à lui le comportement. Je pense qu'il y a d'autres variables que vous auriez pu exploiter. Peut-être qu'en rafraîchissant l'étude aujourd'hui, ces variables-là, vous devriez les prendre en compte pour que les uns et les autres puissent se retrouver dans la situation. Moi, je m'inscris complètement dans ce que venait de dire la première intervenante. Moi, les chiffres, j'étais complètement perdue par rapport au pourcentage. Je me posais pas mal de questions et je me demandais si... parce que, voilà, c'est les conclusions de l'étude, parce que c'est important quand on fait une étude, ça veut dire qu'on va se baser sur les conclusions pour bâtir des politiques publiques. Donc attention vraiment aux interprétations mécaniques, alors même que toutes les variables n'ont pas été explorées dans l'étude. Le sujet le commandait pourtant. Voilà, donc c'est ça. Voilà, moi c'est ça ce que je voulais dire. Mais pour vous, moi je dirais que l'étude date de 2018. Oui. Donc peut-être que si on était en 2018, on aurait eu des réactions un peu voilà, un peu mesurées, voilà. Mais là aujourd'hui, je pense qu'on est complètement en décalage avec les évolutions sociétales de Mayotte et le comportement des jeunes et des hommes et des femmes. En 2018, jusqu'à aujourd'hui, il y a tout un monde. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Marion. Bonjour à tous, merci Karima pour ta présentation. Je vais répondre à quelques questions, je vais faire quelques compléments. L'échantillon est représentatif de la population en 2018. Les Bangas ont été pris en compte. Si vous voulez parler de l'échantillonnage statistique, on pourra en parler après. C'est aussi disponible sur le site de Santé publique France, la manière dont ça a été fait. Donc, on a la variable habitant dans une maison en dur ou une maison, un Banga, on va dire. Je suis tout à fait d'accord que l'étude date de 2018, donc il faut savoir relativiser sur ce qui s'est passé entre 2018 et maintenant. Et d'ailleurs, ça pourrait être hyper intéressant, effectivement, de réitérer la même étude, mais ça, il faudra parler budget ailleurs. Et après, il faut aussi faire attention parce que vous pensez qu'on n'est pas représentatif alors que l'échantillonnage STAT a été fait vraiment... Enfin, c'est fait avec des accords CNIL, c'est fait avec des spécialistes. C'est pas une étude qui a été faite à l'arrache. Par contre, vous êtes dans des lycées très précis, à des endroits très précis, avec des personnes très précises aussi. Donc attention aussi à ne pas avoir une vision un peu biaisée de la chose. Après, encore une fois, effectivement, ça date de 2018. On aimerait aussi avoir des chiffres actualisés. Et ça pourrait permettre de voir aussi tout ce que vous, dans vos collèges et vos lycées, vous avez mis en place. On espère que ce sera possible de faire ça à un moment donné. J'ai pas eu la fin de la question tout à l'heure, enfin la fin de la réponse. Je vous ai demandé diplôme FEM, vous m'avez expliqué, mais pour diplôme élevé du coup. Diplôme élevé, donc ça dépend aussi de la catégorie d'âge. Donc vous voulez quoi, les 15-19 ans aussi? Oui, par exemple. Les 15-19 ans, donc c'est une personne qui a le brevet jusqu'au premier cycle universitaire, donc une L1 ou... Ok, merci.
Oui, je voulais savoir comment vous avez défini les rapports forcés et les rapports non forcés auprès de votre échantillonnage. Alors, les rapports forcés sont considérés comme les personnes ayant déclaré un premier rapport sexuel cédé, c'est-à-dire qu'ils ont accepté mais pas vraiment souhaité, et ceux qui déclarent avoir subi clairement des violences sexuelles. Après, les rapports forcés, c'est le reste, c'est-à-dire ceux qui donnent clairement leur consentement, c'est-à-dire j'ai souhaité ce premier rapport sexuel. Pardon ? Ah, le contraire. Bonjour, je suis aussi infirmière scolaire. Alors je respecte beaucoup tous les travails d'enquête, etc. Je prends un peu le parti de ma collègue qui s'est exprimée. Moi, j'ai l'impression quand même c'est très complexe. De toute façon, on sait bien que Mayotte, il y a des univers, deux univers. Il y a aussi une réalité qui est qu'il y a une grande précarité avec une population qui est administrativement inexistante, un peu fantôme. On ne peut pas la renier. Parce que moi, ce que je fais de nombreuses années que je vis à Mayotte, et ce que je constate, c'est quand même que cette population, elle augmente. Je pense qu'une jeune fille, alors j'ai entendu la remarque sur le fait qu'il y avait eu des populations, des jeunes femmes ou jeunes filles, ou de Banga ou de bidonville interrogées. Je m'interroge sur la véracité des propos, c'est-à-dire que alors je ne sais pas comment ont été menées les enquêtes, mais j'ai fait beaucoup de choses à Mayotte, un peu de terrain. Je peux penser que parfois c'est difficile d'avoir un entretien confidentiel quand on est entouré de personnes qui écoutent. Une jeune fille de 14 ans, 15 ans ne va pas aller forcément révéler des choses. Ensuite, on a aussi, moi je constate quand même des mariages qui sont entre de très jeunes filles et des messieurs beaucoup plus âgés. Et quand on discute, et je vous parle à peu près d'un cas par semaine sur un établissement de 2000 élèves, où la notion de consentement, je suis mariée, donc c'est mon mari, donc je suis d'accord. Voilà. Donc c'était une remarque, c'était pas du tout une critique sur les indicateurs. Peut-être ça serait intéressant de faire une enquête dans le milieu scolaire. Je lance l'idée. Voilà, merci. Oui, effectivement, on peut discuter de ce sujet-là, du fait que ces jeunes-là, est-ce qu'ils ne sont pas déjà mariés? Du coup, la notion de consentement dans le mariage, comment est-ce qu'il est perçu? Donc oui, c'est des éléments de discussion qu'on peut rajouter pour appuyer les résultats. Il y a une question derrière. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais voulu qu'on revienne sur la phrase « Les hommes se protègent plus que les femmes contre les grossesses », qui est vraiment une tournure qui me questionne beaucoup. Parce que je veux bien l'entendre, mais je veux bien des explications supplémentaires aussi. En fait, c'est la manière dont la question elle était posée dans le questionnaire. Ouais. Est-ce que vous ou votre partenaire vous protégez contre les grossesses, en fait? Est-ce que vous ou votre partenaire vous protégez contre les grossesses? Donc, un homme pouvait répondre que oui, on se protège contre les grossesses, alors qu'il désignait précisément sa femme. Marion veut rajouter... Ça ne sous-entend pas que, par exemple, l'homme ait insisté pour se protéger, puisque c'est un rapport hétérosexuel dont il s'agit, de toute évidence. Non. Ça ne sous-entend pas que l'homme ait insisté pour se protéger et que la femme ait dit non et qu'il a insisté non, du tout, pour se protéger. Ça ne sous-entend pas non plus qu'il y a eu un retrait durant la pénétration pour avoir une éjaculation à l'extérieur. Non, toujours pas. Non, il y a des questions spécifiques sur le retrait et les différents moyens de contraception. Ça marche, merci. Rajouter un petit élément, c'est du déclaratif. Oui. Donc il y a probablement aussi un biais de déclaration. Je ne sais pas si je dois expliquer un biais. C'est du déclaratif. Donc probablement, il est possible que les hommes disent plus se protéger que les femmes, alors que c'est pas vrai. Ça, on peut pas. Ça peut être un des biais. Ça sur l'étude, c'est. Non, c'était. Est-ce que vous vous êtes protégé pendant ce rapport-là? Mais au-delà de ça, comme on parlait sur l'éventuel biais de déclaration lors de l'enquête, d'ailleurs je vais préciser que lors de l'enquête, tout avait été mis en œuvre pour que
pour que ce soit fait, pour avoir des réponses les plus vraies et claires possibles. Donc bien sûr, il y avait, c'était si ça parlait shimaoré, c'était en shimaoré, si ça parlait shibushi, ça parlait en shibushi. Les personnes étaient isolées. Au-delà de ça, tout est mis en œuvre. Ça ne veut pas dire que tout reste du déclaratif. On n'a pas des carnettis derrière pour vérifier certaines choses. On n'a pas, de toute façon, ça reste du déclaratif comme la plupart des enquêtes. Bonjour. Bonjour. J'ai juste une petite question, je ne sais pas si c'est une petite ou une grande. En fait, quand vous avez parlé des rapports sexuels, en fait, est-ce que c'est des rapports sexuels avec ou sans pénétration? C'est lesquels, en fait? C'est que avec pénétration ou tous les rapports sexuels Alors, notre enquête, en fait, ils n'ont pas défini clairement ce que c'était que le rapport sexuel. Donc ça, c'est des éléments aussi qu'on peut discuter. Donc, on leur a juste posé la question, est-ce que vous avez eu un premier rapport sexuel? Oui ou non? Donc, ils n'ont pas précisé si c'était une pénétration. Non, voilà, ça n'a pas été précisé lors de cette enquête. En fait, je trouverais en fait, que c'est des éléments en fait, qui, pour moi, qui sont nécessaires. Importants. Exactement, totalement d'accord avec vous. Parce que c'est ça, en fait, aussi les représentations qu'on peut avoir aussi par rapport à, quand on parle de rapport sexuel, de la sexualité, c'est qu'en fait, on n'a pas en tête en fait que le rapport sexuel, ça comprend plusieurs choses en fait. Exactement. Parce que dès qu'on parle de rapport sexuel, tout de suite on fait référence à la pénétration. Oui, c'est ça. Totalement d'accord. Okay, mais ça n'a pas été précisé lors de cette enquête. C'était une question vraiment, est-ce que vous avez eu un premier rapport, oui ou non? Voilà. C'est bon, il n'y a plus de questions? Merci à vous.